Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Covid et coaching. Euh, Pourquoi? Parce que, comme vous vous en doutez, cette situation amène énormément de détresse et que le coaching est en tout cas une des possibilités d'accompagner les gens qui ont besoin de soutien. Euh, il y en a plein d'autres, évidemment. Donc, puisqu'il n'y a pas que des coachs ici, je rappellerai un petit peu ce qu'est le coaching. Et donc, nous allons parler des conséquences de la crise et de en quoi le coaching peut être possible pour certaines personnes. Je redéfinirai le coaching et expliquerai le processus et les conditions de réussite du coaching. On parlera après des roadblocks. Pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, ça veut dire quels sont les blocs qui sont sur la route, les blocages à la réussite, soit les freins pour démarrer un coaching, soit pourquoi est-ce qu'on abandonne avant d'avoir atteint son objectif. On va parler de l'apprentissage et de la neuroplasticité du cerveau, donc comment est-ce que nous apprenons et comment est-ce que nous pouvons apprendre à apprendre, comment est-ce que nous allons amener le changement quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Que faire avec les gens qu'on ne peut pas coacher? Et puis nous allons voir, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Nous allons vous dire ce que nous faisons et puis je vous poserai certaines questions sur lesquelles, comme dans le premier webinaire, vous allez pouvoir répondre pour vous mettre un plan d'action. Alors, le Covid, cette crise est une autre forme de crise, puisque vous savez que nous sommes systémiques. Le Covid est une petite crise dans une crise beaucoup plus grande. Je ne veux pas minimiser le Covid, mais je crois que la crise, il y a des leçons à tirer et qu'on doit tirer nos leçons à plusieurs niveaux. Ce sont des processus systémiques, ce sont aussi des processus énergétiques. Et je crois que il faut vraiment réfléchir actuellement à tout ce qui se passe au niveau structurel, au niveau économique, au niveau des valeurs de société, au niveau des paradigmes, et je vous en toucherai un petit mot tout à l'heure. Nous allons nous concentrer sur ce que la crise entraîne comme conséquence et qui peut donner lieu à du coaching. Et donc, nous définirons aussi les apports et les limites du coaching, puisque, comme vous le savez, chaque grille de lecture, chaque technique a toujours des apports particuliers, mais aussi des limites. Nous conclurons par les actions possibles que vous allez pouvoir mener. Donc, quels sont les types de problématiques actuelles? Eh bien, il y a la crise, on l'a vu, crise c'est opportunité, mais pendant un moment, je voudrais d'abord parler de la crise, danger. La crise amène un certain nombre de situations et les gens réagissent, comme on l'a vu et on le reverra émotionnellement, et quelles sont les émotions sentiments que les gens ressentent, eh bien, il y a évidemment beaucoup de peur. La peur, c'est bien entendu la peur de tomber malade ou que les gens que nous aimons sont malades. La peur de la mort, c'est un sujet tabou souvent en Belgique, mais c'est évident que, et en tout cas dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux, c'est réellement présent et probablement aussi dans certains foyers. Il y a la peur de perdre son travail, soit immédiatement, soit un peu plus tard. J'ai plusieurs amis qui, pour le moment, sont obligés de non seulement mettre des gens au chômage technique, mais de licencier. J'ai été vraiment choqué hier en voyant que Paris Daïsa devait licencier 25 personnes immédiatement. Et la crise, eh bien, pour Paris Daïsa, fait qu'ils vont probablement faire 30 millions de pertes cette année-ci. Il y a évidemment donc des problèmes financiers qui peuvent être vraiment insolubles pour certains et en tout cas difficiles pour la toute grande majorité des personnes au travail et surtout pour les indépendants,
puisque les garanties ne sont pas toujours les mêmes, quoique les employés souffriront probablement également. Donc, il y a la peur, il y a la tristesse. Il y a de la tristesse. Je connais énormément de personnes qui se sentent isolées. Et j'ai encore eu un coup de fil hier d'une amie qui est célibataire, qui n'a pas de compagnon ou de compagne pour vivre, qui se retrouve énormément seule et qui dit les couples, ils ont d'autres priorités que voir leurs amis et certainement les amis célibataires. Donc, il y a énormément d'isolement. Pensons à l'isolement des gens à l'hôpital, pensons à l'isolement des gens dans les maisons de repos. Ça ne facilite évidemment pas les choses. Il y a beaucoup de peur de mourir seul. Pour ceux qui ont des personnes âgées, quand je dis âgé, c'est au-dessus de 75-80 ans, puisque comme je suis juste en dessous, je ne me considère pas comme âgé, mais c'est énorme le nombre de personnes qui sont isolées, qui sont dans leur dernière phase de leur vie et qui, jour après jour, se retrouvent seuls et se plaignent évidemment de ne pas avoir assez de visites. Donc, il y a cette peur de mourir seul. Il y a beaucoup de tristesse de mourir seul. Il y a beaucoup de tristesse de la maladie ou de la mort des proches. Je crois que c'est évident que même si on est préparé, quand quelqu'un décède, il y a toujours beaucoup de tristesse. Enfin, pas toujours, parce que parfois, il n'y a plus d'attachement. Mais il y a aussi une tristesse par rapport à cette maladie. Et on n'en parle pas souvent. En plus de la peur et de la tristesse, il y a beaucoup de colère. Il y a de la colère, il y a de l'agressivité qui est provoquée par un confinement étouffant. Certains d'entre nous sont privilégiés et vivent dans des maisons. Beaucoup de gens vivent dans des appartements et dans lesquels ils sont nombreux pour peu de pièces. Ils n'y sont pas habitués. Un ou deux des parents travaillent toute la journée, les enfants sont à l'école. Ici, pour certains, c'est se retrouver ensemble presque 24 heures sur 24, avec pour certains l'obligation de faire du travail à domicile, des enfants en bas âge, et alors parfois encore en plus un animal. Donc il y a un étouffement et qui fait que nous n'avons pas toujours l'habitude de vivre en vase clos et ça change la façon dont on est ensemble. Et si nous ne sommes pas très tolérants vis-à-vis des comportements des autres, eh bien, comme évidemment il y a des sentiments qui deviennent des émotions exacerbées, eh bien, les défauts ressortent. Et on voit actuellement une résurgence de l'agressivité qui est extrêmement forte. Or, nous savons que quand il y a de l'agressivité familiale, eh bien, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, les gens ne se plaignent pas, ils ne vont pas se plaindre à l'extérieur, il y a le tabou familial, on ne dénonce pas les violences familiales, malgré tout le travail qui est fait pour faire que ça se fasse et pour qu'on dénonce les violences et que on protège aussi bien les enfants que les adultes violentés. Toute forme de frustration, de peur, d'impuissance ou de tristesse non reconnue peuvent se transformer, comme le dit l'analyse transactionnelle, en colère parasite. Quand on n'exprime pas son vrai sentiment, eh bien, il y a un autre sentiment qui ressort. Et donc, la colère est souvent une suite de frustration, de peur, d'impuissance ou de tristesse non reconnue et donc non traitée. Donc, toutes ces situations sont des situations où si les personnes pouvaient parler et pouvaient demander de l'aide, bien sûr en thérapie, bien sûr de psychologues, bien sûr de tas d'autres gens, mais aussi en coaching, nous pouvons aider et nous allons voir comment. Pour ceux qui ne sont pas formés chez nous, je vais rappeler la définition du coaching et je vais d'abord donner la définition.
La définition d'ICF France, pour ceux qui ne connaissent pas le coaching, ICF, c'est International Coach Federation. C'est la plus grande fédération mondiale de coaching qui regroupe 24 000 coachs qui sont dans 123 pays du monde. Et pour faire partie de cette association, il faut soit être certifié, soit être en cours de formation dans une école certifiante reconnue. Donc, le coaching est une alliance entre le coach et ses clients, parce que ça peut être du coaching individuel ou avec plusieurs personnes, dans un processus qui suscite chez le client une réflexion et de la créativité afin de maximiser leur potentiel personnel et professionnel. Donc ça, c'est la définition du coaching que j'aime beaucoup. Et en fait, le processus dont on parle, celui qui a développé le premier outil par rapport à ça, c'est John Whitmore, qui a été d'ailleurs mon mentor et ami, mais qui est décédé il y a un peu plus d'1 an, et qui est le pionnier vraiment du coaching en Belgique. Et sa formule, c'est GROW, c'est un acronyme pour Goal. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Le R de la situation, le O de option et le W de willingness. Et nous allons définir ces 4 plans. On part de la réalité. Le R de réalité, en français, on parle de quelle est la situation. Quand quelqu'un vient, probablement chez un psychologue aussi, mais quand on vient chez un coach, la première chose que la personne fait, c'est de décrire sa situation. Et le client part de sa vision de la réalité. Et donc, les coachs doivent vraiment faire extrêmement attention à cela parce que ce n'est pas la réalité. Ceux qui s'intéressent au bouddhisme savent très bien que il y a une grande différence entre la réalité et ce que nous pensons de la réalité. La vision des gens, c'est son interprétation. Et c'est pour le moment le plus important, car c'est l'interprétation qui constitue sa réalité. Je crois que ce que je vois, j'entends ou je pense est la réalité, et quand je vais en parler à quelqu'un, je ne vais pas dire ma vision ou ma croyance, c'est voilà ce qui s'est passé et c'est la réalité. Donc la première grande prudence que nous avons à avoir, c'est de savoir que la personne ne parle que de sa réalité. Donc le coaché, quand il parle de ça, il décrit énormément de contenu. Il ne parle pas de processus, il parle de contenu avec moult détails et parfois il faut avoir d'ailleurs le courage de l'interrompre parce que sinon ça pourrait prendre plusieurs séances rien que pour cela. Pour le coach, le processus, la façon dont la personne parle de ce qu'il vit et la forme sont beaucoup plus importants. On apprend énormément du coaché en faisant attention au processus, aux patterns qui sont récurrents dans son histoire et la façon dont il le raconte. Donc ça, c'est la description de la réalité. Tant qu'il y a description de la réalité, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'objectif de coaching. Donc la deuxième étape, c'est quelle est la demande? Y a-t-il une demande? Souvent, nous entendons des personnes qui viennent soit se plaindre, soit critiquer les autres, et on voudrait que les autres ou que la situation change, mais il n'y a pas de demande de changer soi. Donc ça va être la première chose vers laquelle nous allons mener, c'est mais quelle est la demande de la personne? Et est-ce que cette demande est claire? J'ai encore assisté hier à un coaching où, eh bien, moi, j'ai rien compris à la description de la situation de la personne. C'était flou, c'était absolument non spécifique. Il n'y avait pas de demande claire, ni de coaching, ni de mais qu'est-ce que j'attends de mon coach. Donc, ce qui est important, c'est de passer de la plainte ou de la critique à l'objectif de changement
personnel. Si je vais en coaching, c'est pour changer moi. Sans objectif personnel, il n'y a pas de coaching. On ne peut pas avoir d'objectif pour les autres. Et pourtant, c'est souvent une demande qu'on reçoit au départ. Donc, je compte sur votre humour pour leur faire comprendre il faut un petit peu changer son point de vue par rapport à ça. Une fois que nous avons des objectifs clairs, je ne vais pas parler de ça puisque ça fait partie d'un cours de coaching, comment définit-on des objectifs extrêmement précis et spécifiques. Je tiens simplement à dire pour ceux qui ne sont pas coach que si au plus votre objectif sera concret, spécifique, mesurable et toute une série d'autres critères bien plus que SMART, vont faire que vous allez pouvoir faire un bon coaching parce que vous avez le fil rouge qui va être en fait le fil qu'il faut suivre pour que le coach atteigne ses objectifs. Une fois qu'il y a une demande, une fois qu'il y a des objectifs précis, eh bien, tous les chemins mènent à Rome. Et donc, il y a plusieurs options, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs stratégies possibles. Et souvent, malheureusement, les gens s'arrêtent à la première stratégie venue parce qu'ils sont pressés, ils veulent y aller. J'ai la solution. Mais non, il y a plusieurs solutions. Et en tant que coach, je vous invite à ne pas démarrer le travail tant qu'il n'y a pas au moins 3 options. Quand on n'a que 2 choix, on est dans une impasse. Si je n'ai qu'un choix, je n'ai pas le choix. Si j'ai 2 choix, j'ai une impasse. C'est A ou B. À partir de 3, j'ai plus de liberté. Moi, j'aime bien avoir un maximum d'options possibles et de dire, mais quelles sont toutes les options possibles, connues et envisageables maintenant? Et puis, on a un très bon outil qui s'appelle le Pack Aventure, qui est un outil de neurosciences, qui est de faire les avantages et inconvénients de chacune des options. Quelles sont toutes vos options? Chaque option a des avantages, chaque option a des inconvénients. Mesurer les uns et les autres. Souvent, quand on est seul, nous comparons les avantages d'une situation avec les inconvénients d'une autre et en fait, ça confirme ce qu'on a envie. Ce n'est pas nécessairement le meilleur choix. Ayons le courage et la patience de faire l'analyse complète des différentes options. C'est important de voir les risques et les enjeux de chaque option. Non seulement les risques et enjeux si on le fait, mais aussi les risques et enjeux de « et si je ne le fais pas ?» Si je ne fais pas, par exemple, cette opération, quel est le risque? Quel est l'enjeu? Si je fais l'opération, quel est le risque? Donc, quelle est l'option qui a la plus grande valeur ajoutée en lien avec votre mission de vie? Nous en reparlerons tout à l'heure. Comme vous l'avez vu dans la définition du coaching, nous sommes là pour aider les gens à s'épanouir. Nous avons vu lors du webinaire précédent que nous avons plusieurs parties. La plus grande partie de nous, notre, je dirais, sagesse intérieure, notre grand moi, eh bien, il est relié avec une mission de vie qui nous dépasse. C'est qu'est-ce que je fais sur Terre, quelle est ma contribution, en quoi est-ce que je partage cet épanouissement avec d'autres personnes. Au plus vous avez un sens à votre vie, au plus vous allez avoir une claire idée de ce que vous faites ici sur Terre, eh bien, ça sera facile de faire des choix après parce que vous mettez les options en lien avec cette mission de vie. Point suivant, c'est willingness. Willingness, c'est un petit peu motivation, mais c'est plus que motivation, hein, c'est la volonté. Et moi, j'aime bien dire pour willingness, c'est motivation plus volonté. Certaines personnes disent « quand je décide, je fais ». Eh bien, c'est pas vrai. Il y a une étude qui a été faite qui, paraît-il, confirme qu'il n'y a que 8% des vœux de l'an que les gens font sur Terre qui se réalisent.
Donc, moi, je ne sais pas si j'ai ce pourcentage-là ou pas, mais c'est vrai que la grande majorité des vœux de l'an que je tenais quand j'étais jeune, eh bien, il disparaissait assez vite. Mon écriture était magnifique dans mon cahier le premier jour, ça durait une semaine, et puis de semaine en semaine, ça allait un petit peu moins bien. Je vois maintenant que dans la vie, avec tout le chemin que j'ai fait, eh bien, j'ai un beaucoup plus grand pourcentage de réussite parce que j'ai moins de vœux et que surtout, je sais qu'il ne suffit pas de décider. Donc, décider, c'est une chose, mais après, il y a 3 étapes. Et ces 3 étapes ont été définies par la Columbia University of Chicago. Et il faut savoir, mais qu'est-ce que je veux? Je veux. Et donc, je reprends 2 personnes qui ont écrit sur ce sujet-là. Je vais commencer par Viktor Frankl, qui est le père de la logothérapie, qui a été pendant plusieurs années en camp de concentration, je crois que c'était Auschwitz, et qui a aidé les gens à tenir dans son baraquement en réfléchissant au sens qu'ils voulaient avoir dans leur vie et qu'est-ce que le sens qu'il y avait à être là et à faire après. Il a écrit un livre qui s'appelle « Donner du sens à sa vie », qui est un des livres qui m'a le plus marqué dans la vie et qui m'a vraiment donné un coup de pouce pour me dire, ben oui, je dois vraiment, moi, définir qu'est-ce que je veux sur Terre. Et la deuxième personne dont je parle là, c'est Sinek, qui a écrit plusieurs livres, dont celui que j'aime le plus, c'est Start with Why. Et il dit, quand on fait des stratégies, en général, on dit qu'est-ce que je vais faire, pourquoi je vais le faire, et puis éventuellement, pourquoi je le fais. Et lui dit, mais c'est juste le contraire. Une stratégie de réussite, c'est d'abord se dire pourquoi est-ce que je veux faire les choses? Quel est le sens que ça va avoir dans ma vie? Comment est-ce que je vais le faire? Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on inverse et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans un slide que je vais vous montrer. Donc, après, savoir qu'est-ce que je veux faire, ben c'est pourquoi je le veux. Qu'est-ce qui fait que je décide? Quels sont mes critères qui font que je vais décider de le faire ou non? Et 3, quel est le résultat espéré? Et le résultat espéré, mais la PNL nous apprend que nous avons 5 sens que nous pouvons utiliser et qu'il est extrêmement intéressant d'avoir des critères sensoriels et de se dire, au niveau de mes 5 sens, qu'est-ce que je vais sentir, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais entendre si j'atteins mon résultat. Et les processus alors de visualisation vont faire que nous allons pouvoir imaginer mais comment ça se passe si j'ai atteint mon objectif. Et on voit que ça a un impact assez fort. Deuxièmement, deuxième slide pour la volonté, la motivation, c'est de se dire, mais comment se fait-il que nous n'obtenons pas ce que vous voulez? Je crois, si je me rappelle bien, Henri, je crois que tu es là, que tu m'avais posé cette question, donc c'est important que j'y réponde. Eh bien, souvent, nous pensons que nous agissons plutôt sur base de ce que nous attendons et pas de ce que nous voulons. Donc moi, par exemple, je voudrais bien gagner au loto, mais je ne m'attends peut-être pas vraiment à gagner au loto. Peut-être que vous avez envie de monter une entreprise, mais que vous ne croyez pas vraiment que vous allez réussir. Peut-être que vous vous inscrivez à The Voice, mais que vous ne vous attendez pas à être retenu. Donc, nous commençons souvent à faire des choses parce qu'on décide qu'on va y aller, mais est-ce que nous y croyons vraiment à fond à ce résultat? Et je vous invite à bien réfléchir là-dessus, parce que si vous ne croyez pas que ce que vous voulez mettre en place va réussir, eh bien ça ne réussira pas parce que vous vous attendez à ce que ça n'aille pas. Donc, point vraiment important à réfléchir. Parce que l'attente plus l'action que nous allons entreprendre va faire création de la vie.
Si je m'attends à réussir plus ou moins, je réussirai plus ou moins. Si je m'attends un peu à flopper, je flopperai même si j'ai envie. Que vous croyez que vous soyez capable ou non, vous avez raison, disait Henry Ford. Ce que nous croyons est notre vérité. Et donc, nous avons raison, et donc nous allons la conforter. Et donc, s'il y a des choses qui nous empêchent d'atteindre ce qu'on veut, mais quelles sont les conditions de réussite du coaching? J'aime bien le modèle de Tim Gallwey sur le changement. Donc, Tim Gallwey a écrit plusieurs livres, The Inner Game of Tennis, of Golf, of Ski, of Work and of Stress. Et donc, c'est un ancien champion américain de tennis qui jouait dans l'équipe universitaire des États-Unis et qui était licencié en psychologie et assistant à l'université à Harvard, et qui, pour sa thèse, a fait tout un travail sur, tiens, mais quels sont les facteurs les plus influençants en sport? Et il a évidemment commencé par le tennis, et il s'est rendu compte qu'en fait, au tennis, ceux qui gagnaient, c'est pas parce qu'ils avaient une meilleure condition physique ou une meilleure technique. Le point final, le plus important, c'était d'avoir le meilleur moral. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui jouent au golf, regardez ce qui se passe sur le putt du dernier trou. On a vu plusieurs grands champions rater des putts de 40, 50 cm parce qu'ils ont peur de gagner. Et donc, le moral et je dirais la force du inner game, comme il appelle ça, le jeu intérieur est essentiel. Donc, il a développé un modèle sur le changement qui est, pour changer, il faut d'abord avoir la conscience qu'il est important de changer. Tant que je n'ai pas conscience qu'il vaut mieux que je change ou que je dois changer, je ne changerai pas, même si c'est impérieux. Et vous verrez que nous en reparlerons encore tout à l'heure. Cette conscience du besoin de changer, elle est fondamentale. Une fois que j'ai conscience de changer, première étape, je vais rentrer entre conscience et choix dans la phase de toute l'analyse des options dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, j'ai le droit de douter, j'ai le droit de tergiverser, de faire des allers-retours, de prendre plein d'avis à gauche et à droite, de faire des essais. Mais il y a un moment où je dois faire un choix. Et ce choix, une fois que je l'ai fait, eh bien, je dois mettre ma stratégie en place pour la réussite et je dois avoir la confiance. Donc ça, c'est le modèle de Gallway. C'est une des conditions de réussite du coaching. Si la personne n'est pas consciente, si on ne fait pas l'analyse des choix, et s'il n'a pas confiance, et s'il ne croit pas vraiment à la réussite, ça ne peut pas marcher. La deuxième chose qui est essentielle, et nos amis psychologues sourieront certainement, parce que c'est exactement la même chose en thérapie, le facteur essentiel de la réussite, eh bien, c'est la qualité de la relation que vous avez entre le coach et le coaché. Si la relation ne passe pas bien, s'il n'y a pas cette empathie, s'il n'y a pas ce courant qui passe, eh bien, il y a peu de chances que le coaching soit une grande réussite. Alors, il est évident que la qualité de la relation, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Hein, j'entendais quelqu'un qui disait l'autre jour, « Ah, mais moi, ma particularité, c'est que j'ai beaucoup de disponibilité pour mes clients. » Ben, ok, c'est très bien, c'est très sympa. Mais ce n'est pas avec la disponibilité que vous allez faire des étincelles. C'est une condition importante, mais il y a autre chose d'important, c'est quelle est votre compétence. Et quelle est votre compétence spécifique? Qu'est-ce que vous, en tant que coach, vous allez vraiment apporter à votre coaché? Moi, je sais que sur tous les sujets dont on peut coacher, il y en a probablement 3-4 où j'ai vraiment une valeur ajoutée importante, alors qu'il y a plein d'autres thèmes où je crois que je peux être moyen et qu'il y a des gens qui font ça mieux que moi parce qu'ils ont une compétence tout à fait spécifique sur ce thème-là. Alors, le point suivant, c'est que le coaché, il doit respecter et appliquer le processus.
Un bon processus de coaching fait qu'à la fin de chaque séance, le coaché a normalement des devoirs, des points d'attention, des choses à faire et des choses à mettre en place pour créer de nouvelles habitudes, pour tester des comportements. Et donc, si le coaché n'applique pas, je dirais, avec une certaine discipline le processus, eh bien, ça ne marchera pas. Et pourquoi? Parce qu'on dit que nous sommes des êtres d'habitude et que pour changer une habitude, eh bien, il faudrait plus ou moins 21 jours d'application rigoureuse de la nouvelle habitude. Certains d'entre vous savent que je suis pianiste amateur. Eh bien, quand il y a des passages un peu plus difficiles, eh bien, ça m'arrive, je ne le fais pas souvent parce que je ne suis pas professionnel mais amateur, mais il y a des moments où il y a des passages que je dois répéter, parce que sinon je bute dessus. Et donc, finalement, ce qui est amusant, c'est qu'il y a certains passages difficiles que je fais avec beaucoup de facilité, tellement je les ai répétés, c'est devenu une nouvelle habitude. Point suivant, et je crois que c'est un des éléments majeurs pour lesquels certains ne réussissent pas leur coaching, c'est qu'ils ne vont pas au bout de la réflexion. Alors, est-ce que c'est une question de courage? Est-ce que c'est une question de pouvoir supporter la réalité? Mais il y a des gens qui n'osent pas écouter ce qu'ils ne veulent pas entendre. Il y a des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de savoir sur soi, et si on le sait quelque part, on n'a pas envie de le partager ou pas envie de travailler dessus, peut-être parce qu'on croit qu'on est comme ça et qu'on ne changera pas. Je vous rappelle que l'adage « on est comme ça », c'est N-A-I-T. Et c'est pas parce qu'on est d'une façon qu'on reste comme ça. Donc je crois que on est comme ça, je suis comme ça, c'est une excuse. Je peux changer et adapter mes comportements. Mais pour ça, il faut avoir le courage d'aller au bout de certaines réflexions. Et puis, comme on disait, la confiance. Quand on fait un choix, il faut vraiment faire ce choix dans la confiance de la réussite. Le doute n'a plus sa place une fois qu'on a décidé, ce qui ne veut pas dire que le projet ne doit pas être réévalué et adapté, parce que la pratique va montrer qu'on y croyait, mais que la réponse sur le marché, par exemple, n'est pas tout à fait ça, donc on va devoir s'adapter. Mais tant qu'on n'a pas de signaux négatifs, des feedbacks négatifs des autres, on continue avec la croyance que ça va marcher. Il faut donc avoir confiance en vous, confiance dans votre projet, confiance dans les partenaires avec lesquels vous allez travailler, confiance que les bénéficiaires de votre service ou de votre produit seront contents de ce que vous leur apportez, et confiance dans les ressources et stratégies. Donc, c'est important de faire une analyse globale de tout ce qui contient la réussite d'un projet. Maintenant, c'est aussi important de savoir qu'est-ce qui fait que les gens hésitent à démarrer un coaching. Je crois que ça peut être la même chose pour une analyse ou une thérapie, mais en tout cas pour le coaching, j'en suis tout à fait sûr. La première chose, c'est que beaucoup de gens ne vivent pas dans la pleine conscience, ni dans la conscience partielle, parfois, et que nous sommes inconscients et que nous sommes dans le déni. Vous savez, la théorie de l'attachement de Bowlby dit nous partons d'un attachement, et quand il y a séparation de l'attachement et que le processus de deuil devrait commencer, la première étape du deuil, c'est le déni. On ne veut pas entendre la mauvaise nouvelle. Si je vous disais que votre canari est décédé et que vous étiez attaché à votre canari, la première chose que vous allez dire, c'est pas vrai. Si je vous dis que je vous vire, vous allez dire c'est pas vrai, sauf si vous êtes content de partir. Mais quand on a un attachement et qu'on est bien et que cet attachement vit une rupture, on a d'abord tendance à dire non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et certaines personnes vivent longtemps là-dedans. J'ai une de mes copines, il y a une trentaine d'années, qui a perdu son mari.
et qui, pendant 2 ans, n'acceptait pas le décès de son mari. Il y avait des photos de son mari partout et elle n'arrêtait pas de parler de son mari, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, faisant comme s'il était toujours là. Et on a mis pas mal de temps à la convaincre qu'il était important de faire un travail, qu'elle a heureusement fini par faire. Donc, la première raison, c'est le déni. Le deuxième, c'est le manque de motivation ou d'énergie. On n'est pas toujours motivé à changer. Vous savez que nous sommes, on en a parlé la fois passée, dans la crise et opportunité, nous sommes un paradoxe vivant, nous sommes un mélange de volonté de stabilité et d'habitude et de challenge. Et le challenge, eh bien, pour ça, il faut être motivé. Quand on est dans notre ronron, train-train, nos habitudes, on n'est pas nécessairement motivé à changer et nous ne sentons pas l'énergie. Un des facteurs vraiment importants, ce sont nos croyances limitantes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas connaître nos croyances limitantes parce que sinon, logiquement, on les travaillerait. Donc, nous avons besoin d'un feedback de certaines personnes qui confrontent notre croyance de la réalité à une autre vision de la réalité pour voir que finalement, ce que je crois être la réalité ne l'est pas vraiment. Donc, ce n'est pas parce que je crois que je suis maladroit que je suis maladroit. Ce n'est pas parce que je crois que je ne suis pas doué en informatique que je ne suis pas doué. Peut-être que simplement, j'y ai pas cru, je n'ai pas étudié et je n'ai pas travaillé. Donc, les croyances limitantes, dans notre formation en PNL, on utilise beaucoup d'outils de PNL parce que la PNL a défini, ça étudie la modélisation de l'excellence. Et c'est donc un des outils fondamentaux, c'est de passer de croyances limitantes à croyances portantes. On parlait de computer. Le point suivant qui nous freine, ce sont ce qu'on appelle en analyse transactionnelle nos messages contraignants. Les 5 messages contraignants, il y en a un qui ne compte pas là-dedans, c'est dépêche-toi, mais il y a 4, si quand même, mais moins. Les 5 messages contraignants, c'est il faut que je fasse plaisir pour être aimé, il faut que je sois fort pour être aimé, il faut que je fasse des efforts pour être aimé, il faut que je sois parfait pour être aimé, et il faut que je me dépêche pour être aimé. Or, rien à faire, pour aller en coaching, il faut avoir de l'humilité. Il faut avoir l'humilité de reconnaître nos faiblesses. Il faut travailler sur soi, et pas sur les autres, mais sur soi. Donc, certaines personnes doivent apprendre à s'apprécier eux, plutôt que de toujours faire plaisir aux autres. Certaines personnes doivent apprendre à se dire « je n'ai pas besoin d'être parfait pour être apprécié, good enough is enough ». Et donc, nos 5 messages contraignants, si nous n'en sommes pas vraiment conscients, ils vont nous aveugler et évidemment, on ne va pas voir notre problème ou notre difficulté et certains pas vouloir la partager. Le point suivant, c'est le blocage culturel à demander du soutien. Et ça, dans nos pays ici occidentaux, et dans les pays judéo-chrétiens, en général, on ne demande pas d'aide. Il faut se montrer fort. Il faut compter que sur soi. Si on est dans le milieu du travail, on est payé pour faire un boulot. Donc, c'est comme si on devait faire aveu d'incompétence si on devait aller demander ailleurs. Donc, il y a vraiment une culture qui ne pousse pas à aller demander de l'aide. Et quand je dis de l'aide, ça peut être du soutien ou ça peut être simplement demander un avis différent. Moi, je ne pense pas que je prenne encore la moindre décision tout seul. Je demande toujours l'avis des uns et des autres avant de prendre une décision parce que mon point de vue n'est qu'un point de vue partiel de la situation. Et alors pour certains, c'est une question d'investissement, soit le temps qu'ils vont devoir accorder, soit l'argent qu'ils vont devoir dépenser, et que ce poids de l'investissement est plus lourd que la motivation à changer. Et alors évidemment, la peur de l'inconnu et de l'incertitude. Je suis
plus tellement content dans mon boulot, mais qui me dit que ça sera mieux ailleurs? Je suis plus tellement heureux dans mon ménage, mais est-ce que je le serai mieux seul ou est-ce que je vais retrouver quelqu'un d'autre avec qui je peux être heureux? L'incertitude fait peur parce que nous sommes souvent un peu control freak. On voudrait être sûr que si on change, ça marche. Eh bien, ça, malheureusement, c'est pas possible. Un des, un des points qui est essentiel dans la vie maintenant, c'est l'acceptation de l'incertitude, c'est cette humilité de dire il n'est pas du tout sûr que ce que je vais mettre en place va réussir, mais je vais tout faire pour. Et donc, les gens qui travaillent sur ce qu'on appelle les humeurs disent il faut remplacer l'incertitude et l'anxiété de l'incertitude par l'émerveillement de de l'enthousiasme de faire de la créativité. Je me lance dans quelque chose d'autre et comme un enfant, eh bien, je m'émerveille de ce que je vais faire et puis on verra bien. Si ce n'est pas ce que j'espère, je m'adapterai. Mais la peur de l'inconnu, pour les gens qui n'ont pas commencé à faire un travail sur eux-mêmes, c'est évidemment un grand frein. Et le dernier frein, que je vais maintenant expliquer sur 2 slides, c'est ce qu'on appelle les biais de l'apprentissage. Les biais de l'apprentissage, c'est une théorie qui a été notamment développée par M. Kahneman, qui a gagné en 2002 le prix Nobel de l'économie et qui... Ah, j'ai fait une erreur. Je vais devoir y revenir après, je suis vraiment désolé. Il y a un slide... Je vais faire ce slide-ci et puis j'y reviendrai. Pardon. Pourquoi certains arrêtent-ils avant la fin? Donc, un des freins était pourquoi est-ce que les personnes hésitent à démarrer le coaching. Le second, c'est pourquoi est-ce qu'ils arrêtent avant la fin. Eh bien, tous les freins que nous avons vus précédemment pour le démarrage d'un coaching sont valables pour abandonner ou arrêter avant la fin. Et il y a des choses complémentaires. Il y a des personnes qui croient pouvoir finir tout seul. On a travaillé, on a fait un coaching pendant un certain temps, on a travaillé, on a bien avancé, on est presque au bout. Je n'ai plus besoin, pour une raison ou une autre, de continuer avec mon coach, je finirai tout seul. L'impatience. Il y a des personnes qui trouvent que ça ne va pas assez vite et quand ils voient où ils en sont, eh bien, ils se disent, bon, à quoi ça sert? Moi, je me rappelle quand j'ai fait ma thérapie, j'ai eu un moment un peu difficile parce que j'ai eu l'impression, après quelques mois de thérapie, que j'allais moins bien qu'au début de ma thérapie. Parce que j'étais de plus en plus conscient, pas des problèmes des autres, mais des miens, et que moi, je devais changer. Et donc, c'était assez dur. Et quand j'ai commencé à vouloir travailler, eh bien, le changement, il ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps et il faut vraiment avoir cette volonté et cette persévérance pour changer. Certains sont impatients. Pour certains, c'est une question de budget. Parce que si je continue encore pendant 3 mois mon coaching ou ma thérapie, je ne vais pas savoir me payer ma semaine de vacances que je voulais. Et donc, je ne peux pas faire les deux. Et donc, je vais choisir ce que je trouve le plus important. Et alors, encore une notion d'analyse transactionnelle, un frein extrêmement important pour lequel les gens arrêtent avant la fin, c'est ce qu'on appelle le scénario presque gagnant. Alors, qu'est-ce que c'est un scénario? Eh bien, Eric Berne, inventeur de l'analyse transactionnelle, a dit que les gens, avant 7 ans, avaient tous un scénario inconscient de vie. Ils ont décidé ce qu'était la vie et quelle était la place dans la vie. Alors, on dit que plus ou moins 15% des gens sur Terre ont un scénario gagnant, c'est-à-dire qu'ils sont heureux, épanouis, ils acceptent la vie comme elle est, qu'elle soit facile ou difficile, mais ils sont contents de leur sort et ils avancent. 40% des gens à peu près ont un scénario presque gagnant, ils ne sont pas tout à fait heureux, ils ne sont pas tout à fait gagnants, mais quand ils comparent avec les autres, finalement, ils sont bien, c'est pas mal du tout, et donc ils sont contents d'être au-dessus de la moyenne et ils n'ont pas besoin d'être tout à fait gagnants. Il y a aussi 35 à 40% de gens qui ont un scénario presque perdant. C'est
pas terrible la vie, ils sont pas très heureux, mais finalement c'est pas catastrophique parce qu'il y a encore 10% de gens qui sont des perdants sur Terre. Les perdants, ce sont les gens qui sont en prison répétitivement, qui sont fous, qui deviennent SDF, qui sont alcooliques, etc. et qui ratent leur vie. Alors ces choses-là sont souvent inconscientes et c'est pour ça que le scénario a besoin d'être conscient pour changer. Nous avons un séminaire que nous donnerons l'année prochaine à LCA qui est scénario et prise de redécision. On peut redécider de notre scénario. Si je ne suis pas tout à fait gagnant dans la vie et que je n'ai pas la vie que j'ai, je peux changer. Mais ce scénario presque gagnant, eh bien, il y a beaucoup de personnes, ou presque perdants, hein, mais presque perdants, demi-perdants, ces gens-là ne sont pas toujours en coaching. Hein. Les gens qui vont en coaching, c'est déjà qu'ils ont envie de gagner. Les gens qui font 1 ou 2 séances de coaching et puis qui arrêtent sont parfois des demi-perdants. Donc je reviens à la petite erreur que j'ai faite, c'est le biais de l'apprentissage. C'est une des raisons importantes je dois voir si je fais... je suis désolé, mais j'ai fait, voilà, c'est ça, les biais de l'apprentissage, c'est ça. Et donc, c'est le dernier point des freins au démarrage d'un coaching. Et donc, je vais définir ces points. J'ai une souris qui est extrêmement fragile. Donc, les biais de l'apprentissage, comme je disais, c'est Kahneman, qui a eu le prix Nobel de l'économie en 2002, qui a développé cette théorie de l'apprentissage et qui dit nous avons un certain nombre de biais à l'apprentissage. Et donc, je vais vous en citer quelques-uns que je trouve importants. Le premier, c'est de dire que ce qu'il appelle le biais d'apprentissage retardé, c'est que nous n'apprenons pas en général en faisant les choses. L'apprentissage ne vient pas pendant qu'on fait quelque chose, l'apprentissage est retardé. Et donc, quand on fait quelque chose, nous avons des réactions automatiques. Les neurosciences nous ont déjà expliqué ça. Le système sympathique réagit de façon immédiate et automatique. Et il y a 2 façons de réagir en général quand il y a un danger ou une crise, c'est où on surréagit ou on sous-réagit. Et en fait, c'est dû à notre excès ou à notre manque de confiance. Nous avons déjà un apprentissage de la vie et en fonction de comment nous avons réagi, eh bien, on va surréagir ou sous-réagir. Nous ne tirerons les leçons de l'apprentissage qu'après l'expérience. Et le travail sur soi, en fait que l'apprentissage va être de plus en plus rapide parce qu'on va plus rapidement tirer les leçons de nos échecs, de nos erreurs ou de nos apprentissages qu'avant. Et donc, nous fonctionnons automatiquement comment? Eh bien, on fonctionne par comparaison et par généralisation. Nous nous comparons aux autres parce qu'on nous a toujours appris ça. On nous a toujours comparés à l'école. Nous faisons 3 choses que la PNL connaît bien, les généralisations, les distorsions et les omissions. Nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est. Nous ne voyons dans la réalité que ce qui sert notre croyance du monde. Et donc, je vais faire des généralisations, des distorsions et des omissions pour confirmer que ce que je crois, que je pense qui est vrai. Et donc, on est dans les habitudes et on reste dans notre train-train et dans notre routine qui fait que nous avons nos limitations de modélisation culturelle. Chaque culture est, je dirais, transgénétique et d'une génération à l'autre, il y a des paradigmes, il y a des principes qui sortent, mais les grands principes restent les mêmes et ils sont limités parce que nous voyons le monde d'une certaine façon et pas d'une autre façon. Donc, je reste dans mes habitudes de ma culture.
on en a déjà parlé, mais c'est de nouveau à placer ici, nous fonctionnons en lien avec nos croyances. Je crois que quelque chose va arriver, donc je vais le faire ou je ne vais pas le faire. Et alors, un point important qu'on ne se rend pas toujours compte, c'est que nous faisons une confusion entre une attente et un objectif. Beaucoup de personnes attendent quelque chose, ils s'attendent à ce que quelque chose se passe, mais cette chose ne se passe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne fait rien pour ça. On n'en a pas fait des objectifs et on n'a pas traduit les objectifs en stratégie. Et donc, c'est clair que si je travaille dans une entreprise et que je m'attends à avoir une augmentation parce que j'ai fait du bon boulot, eh bien, je risque d'attendre assez longtemps. Comment est-ce que nous apprenons de nos biais cognitifs? Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. On n'apprend pas de nos biais cognitifs et nous n'apprendrons jamais parce que ces biais sont inconscients. Et c'est de la réaction. On ne travaille pas sur notre cerveau sympathique. On n'a pas accès à changer quoi que ce soit pour le moment. Les neurosciences vont peut-être nous faire de magnifiques découvertes, mais pour le moment, il n'y a pas de connexion entre différentes parties du cerveau pour pouvoir travailler sur nos apprentissages automatiques, nos réactions automatiques. Automatiquement, nous réagirons toujours de la même façon face à certains stress. Moi, je sais qu'il y a des choses qui me paralysent, il y a des choses qui me mettent en colère, il y a des choses qui me font peur, et je ne changerai pas. Mais je le sais, et donc maintenant, je peux en tenir compte et apprendre. On répète, malheureusement, souvent, les mêmes erreurs. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde fait la même chose, et pour le moment, en tout cas, tout le monde fera toujours la même chose. Nous avons notre stratégie d'apprentissage qui nous est propre et que nous répéterons, en tout cas au niveau automatique. Et donc, si on veut apprendre, eh bien, on a besoin des autres. On a besoin des autres pour prendre conscience, d'où l'utilité et l'importance d'un feedback authentique. Parce que ce feedback authentique va pouvoir nous confronter à ce que nous croyons être la réalité et les options possibles. Et donc, si vous voulez apprendre de vos erreurs et si vous voulez prendre des bonnes décisions dans la vie, il faut mettre en place des méthodes d'analyse et de prise de décision où sont présents la collégialité, où sont présents la contradiction, et où il y a de la rigueur et de la méthode. Ce n'est qu'en étant en présence de personnes où nous travaillons ensemble de façon, je dirais, positive, respectueuse et constructive, mais où la contradiction est possible, que nous allons progresser, et il faut une rigueur et une méthode de travail acceptée par tous. Notre cerveau, eh bien, on a parlé de système sympathique et parasympathique la fois passée, et Lara Boyd, qui est une neurologue aux États-Unis, a dit que chaque cerveau est différent, que chacun apprend à sa façon, il n'y a pas de recette. Donc c'est pour ça que les coachs, on est bien placés, on n'est pas des consultants, on n'est pas des conseillers pour dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est impossible avec notre cerveau de dire ce que l'autre doit faire avec son cerveau. Il n'y a pas de recette commune pour tous, par contre, nous pouvons aider la personne à trouver sa propre recette. Chaque cerveau est un apprenant et un enseignant. Chacun peut apprendre ce qu'il veut apprendre. Et comment est-ce que j'apprends le mieux? Et qu'est-ce que j'apprends le mieux? C'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Qu'est-ce que j'apprends bien? Et comment est-ce que j'apprends? Moi, je connais des gens qui apprennent en parlant tout haut. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre des choses. Je connais des gens qui apprennent en écoutant de la musique. Il y a des gens qui ont besoin d'écrire. Nous avons tous nos stratégies d'apprentissage. Quelle est votre meilleure manière de fonctionner à vous? Il ne faut pas faire toujours ce que les autres disent et comment il faut le faire, parce que vous ne le ferez probablement jamais aussi bien
que si vous faites ce qui correspond à votre domaine d'excellence. Et donc, puisque on a dit tout à l'heure que l'attente, si on a une attente et qu'on n'a pas d'objectif, ou que si cette attente est négative, comment est-ce qu'on peut le changer? D'abord, se rendre compte que la peur, donc l'attente de quelque chose de négatif engendre la peur, et la peur, eh bien, elle engendre l'inaction. La peur engendre l'inaction, la paralysie, et donc il n'y a rien qui va se passer. Donc c'est vraiment important de faire, avec peut-être l'outil de Katie Byron, l'analyse de tiens, mais est-ce que cette peur est vraiment une peur qui est justifiée et qu'est-ce que je peux en faire? La motivation pour changer une attente doit être intrinsèque. Je ne serai vraiment motivé à changer que si cette motivation est intérieure. Je ne vais pas le faire pour les autres, j'ai besoin de le faire pour moi. Qui êtes-vous vraiment? Pas au travers des autres. Qui êtes-vous vraiment si vous n'aviez pas à tenir compte de ce que les autres pensent que vous devriez être ou vous demandent d'être ou que vous ne faites pas attention à ce que vous croyez que les autres attendent de vous? Qui êtes-vous vraiment? Et c'est pour ça que je disais encore à cet ami hier au téléphone, on ne peut être bien avec quelqu'un d'autre que si on apprend d'abord à être bien avec soi-même. Être bien avec soi-même, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'épanouit, comment est-ce que je peux le faire et comment est-ce que je peux me satisfaire de faire des choses déjà par moi-même. Et puis après, on verra comment on peut partager avec les autres. Mais si vous ne pouvez pas être bien seul, vous-même, avec vous-même, vous devenez dépendant des autres. C'est un autre sujet, c'est les relations épanouissantes dont nous parlons dans certains de nos séminaires. Donc, j'ai des questions à vous poser que vous pouvez noter. C'est quand je suis dans une situation, comment est-ce que je me sens avec cette situation? Quelles sont mes émotions? Quel est mon ressenti? Qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe d'autre? Et sûrement, si l'attente est négative. Pas nécessairement que négative, hein, mais sûrement quand c'est négatif. Mais je peux avoir une attente qui ne me satisfait qu'à moitié. Est-ce que c'est ça que je veux ou est-ce que j'aimerais être entièrement satisfait? Et troisième question, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que ce que je souhaite se passe? Donc, un, c'est comment est-ce que je me sens avec la situation? Deux, qu'est-ce que je voudrais pour qu'il se passe d'autre? Et trois, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que ce que je souhaite se passe? Pour cela, il y a trois principes directeurs pour l'esprit et l'action. Il faut savoir que nous avons besoin d'incentives sociaux. Les autres sont importants. Donc, ce n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis on doit d'abord partir de soi. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Mais un des principes directeurs, c'est que comme j'ai besoin d'incentives sociaux, les autres, eh bien, ils doivent être concernés là-dedans. Soit dans la période de décision, soit dans je fais pour les autres. Mais les autres, je ne peux pas faire des objectifs qui m'épanouissent entièrement sans tenir compte des autres, sans avoir, je dirais, d'impact avec les autres. Deuxièmement, mauvaise nouvelle, nous préférons la récompense immédiate que la récompense à long terme. Et donc, ça veut dire qu'il est vraiment important, c'est ce que on dit généralement dans la théorie de la gestion des objectifs en entreprise, c'est qu'il faut des milestones, il faut des étapes. Comment avoir une récompense maintenant pour quelque chose qu'on veut plus tard? Je ne vais pas me donner un objectif dont mon plaisir sera dans 2 ans. Il faut peut-être que je fasse une étape par trimestre et c'est quel est le plaisir que je vais avoir si j'ai la patience d'attendre un trimestre. Si je n'ai pas la patience d'attendre un trimestre, eh bien peut-être que je devais être encore plus créatif et de me faire des récompenses hebdomadaires. Troisième principe directeur, c'est indispensable d'enregistrer les progrès.
il est important de garder à l'esprit les informations sur les progrès. Et donc, moi, j'ai mon dossier, j'ai une armoire dans mon bureau où il y a toutes les thérapies, tous les séminaires, tous les objectifs que j'ai suivis, mes petits carnets où je mets quels sont mes objectifs, qu'est-ce que j'ai réalisé. Et je suis assez content parce que je vois maintenant où j'étais il y a 40 ans quand j'ai commencé mon travail. Et je souris parfois en me disant, tiens, oui, c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai cru ça. À un moment donné, j'ai fait quand même pas mal de progrès. Et je ne dis pas que je suis parfait, hein, mais j'ai pas mal progressé et ça me fait du bien de régulièrement aller revoir cela. Donc, enregistrez vos progrès et parce que c'est pour votre esprit, c'est extrêmement stimulant de voir les progrès que vous avez réalisés. Alors, comment aider ceux que nous ne pouvons pas coacher? Eh bien, d'abord, je vous rappelle qu'on ne coache pas sans contrat de coaching et que nous ne pouvons en tout cas pas aller vendre notre coaching à quelqu'un en disant « je peux faire ça pour toi ». Nous sommes là à la demande de personnes, on répond à des demandes, nous ne nous vendons pas personnellement à quelqu'un et en tout cas, si quelqu'un ne fait pas de demande de coaching, on ne va pas faire ce qu'on appelle du coaching sauvage. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est quand on a des gens qu'on connaît et qui auraient besoin de coaching, c'est d'abord de les écouter avec compassion et sans parler. Les laisser parler, ça leur fait du bien de s'épancher. À la fin, vous pouvez témoigner avec empathie réelle et dire que vous comprenez. S'ils sont en attente de quelque chose, mais demandez ce que vous pouvez faire s'ils sont en demande. Mais il faut surtout se dire qu'en tant que coach, je dois d'abord me remettre en question. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aider cette personne qui ne me demande rien? Ça a l'air banal comme question. Je crois que certains d'entre vous pourriez y réfléchir longtemps. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a tenu occupé assez bien de temps de répondre à cela. J'étais un petit peu sauveur il y a une trentaine d'années. Et donc, le coaché aussi doit se remettre en question. Donc, si quelqu'un vient et qu'il se plaint ou qu'il critique, il faudra d'abord qu'il se remette, lui, en question. Donc, peut-être que si vous connaissez très bien la personne, vous pouvez lui expliquer ce que c'est que le coaching et de dire que si ça l'intéresse, ça pourrait être bien, mais qu'il faut qu'il se remette, lui, en question. Et alors, évidemment, suggérer qu'il aille voir quelqu'un, vous n'allez pas proposer que ce soit vous qui soyez cette personne. Mais vous ne suggérez ça que si vous sentez que cette personne a une ouverture et un intérêt pour cela, ou qu'il vous l'a demandé. Un des derniers points qui est important, c'était, on a parlé de l'incertitude tout à l'heure, parce que c'est un des sujets qui fait que les gens ne vont pas jusqu'au bout. C'est vraiment important d'apprendre à accepter qu'on ne peut pas changer certaines choses. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au premier webinaire, Saint-Augustin, accepter que je ne peux pas changer les choses. Et donc, c'est avoir une certaine forme d'humilité et d'accepter les contraintes. Le Covid nous donne une école gratuite pour le moment. Il n'y a personne qui avait envie de ça et on est tous obligés de vivre dans un cadre où nous acceptons des contraintes. Et malheureusement, il y a des gens qui ne les respectent pas et qui sont des dangers publics sociaux. Donc, l'humilité, le lâcher-prise et lâcher le contrôle. On ne peut... D'abord, moi, je ne peux pas me contrôler moi-même. Je dors, mon système cardiaque, mon système circulatoire, mon système cardiovasculaire, tous les systèmes que j'ai dans mon corps et qui interagissent, eh bien, ils interagissent sans que j'ai le moindre impact, je dors. Donc, je peux faire confiance à mon corps en général, pour pouvoir passer une bonne nuit. Et donc, comme je ne sais pas me contrôler moi la nuit, mais est-ce que je sais vraiment me contrôler la journée? Est-ce que je me contrôle tout? Ben non, je ne sais déjà pas contrôler mes réactions spontanées et je ne les contrôlerai jamais. Est-ce que je contrôle les autres? Bah, pas vraiment, hein.
Donc, comment est-ce que je vais développer des relations avec des personnes en sachant que je dois lâcher prise et sur moi, et sur les autres, et sur les résultats espérés? Donc, une bonne attitude, c'est appliquer le modèle de Tim Gallwey. C'est de dire de quoi je suis conscient, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je ne peux pas changer. Donc, je combine Tim Gallwey et Saint-Augustin. Qu'est-ce que je suis conscient, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je ne peux pas changer, quelles sont mes options et qu'est-ce que je peux mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et alors, je vous invite à revoir vos plus hauts objectifs et de vous y aligner. Souvent, nous manquons d'ambition. Et en Belgique, un peu plus qu'en France en général, nous sommes assez modestes et nous n'avons pas d'énormes ambitions et on se contente de peut-être 70-80% de ce qu'on pourrait faire dans la vie, certains peut-être encore moins. Donc, il y a peut-être une partie de vous dont on parlait la fois passée que vous ne connaissez pas, qui est votre plus grand soi. Est-ce que vous trouvez que vous méritez d'être heureux, pleinement épanoui dans la vie? Ou est-ce que vous n'y croyez pas? Je connais des personnes qui m'ont déjà dit « j'ai un chouette boulot, j'ai une chouette femme, j'ai pas de problème avec mes enfants, je peux pas en plus quand même demander de bien gagner ma vie. » Ah, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être épanoui sur les 4 plans, physique, intellectuel, émotionnel, spirituel? Si je crois que je ne suis pas digne de ça, que je ne mérite pas ça, ben je ne l'obtiendrai pas. Donc peut-être revoir notre croyance globale et fondamentale sur combien est-ce que je mérite d'être heureux et épanoui et de me mettre les objectifs de comment est-ce que je vais m'épanouir au mieux. Alors mon copain à qui on a fait un échange de mails ce matin et on se voit demain, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Puisque tu es en transition de vie, comment est-ce que tu vas te mettre tes plus hauts objectifs pour complètement t'épanouir dans ta vie et puis t'y aligner. Voir quels sont nos besoins et nos valeurs manquants. Nous avons des besoins physiques, intellectuels, émotionnels et spirituels. J'en parle pendant 88 pages dans mon livre « De quelle vie voulez-vous être le héros ?» Quels sont nos besoins et nos valeurs satisfaits? Quels sont nos besoins et valeurs qui sont un peu manquants, où j'ai quelque chose à faire? Qu'est-ce que je veux mettre en place par rapport à ça? Et puis, donc, c'est mettre en place une nouvelle ambition et établir une stratégie adaptée et y croire. La connaissance nécessaire à une décision s'accumule progressivement. Donc, se donner le temps et dormir dessus. C'est évident que je ne suis pas le même qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans et 40 ans. J'ai accumulé des connaissances, j'ai accumulé des expériences qui me permettent d'aller de plus en plus loin dans la qualité de mon apprentissage. Alors, avec tout ça, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? La crise est beaucoup plus globale qu'on ne le croit. Elle est économique, financière, elle est politique. Je ne sais pas qui a encore beaucoup confiance dans les politiciens. Elle est géopolitique. C'est une crise de valeurs de société. Des nouvelles structures et méthodes de travail seront nécessaires. Je vous rappelle le livre de Laloux, Reinventing Organization. On voit de plus en plus qu'il y a des nouvelles formes de structures d'entreprises qui sont mises en place. Il va y avoir un besoin de globalisation, d'une coordination nécessaire. L'Europe a été créée, elle est tout sauf coordonnée, il n'y a pas d'accords sociaux, il n'y a pas d'accords juridiques, les stratégies fiscales, financières ne sont pas les mêmes. Et par exemple, au niveau de la santé, eh bien, chaque pays fait sa petite popote de son côté. On aurait gagné énormément en coordination. La gestion des ressources, les forêts, les eaux, la nature, il ne faut quand même pas oublier que nous sommes sur Terre et que nous empruntons la Terre à nos enfants. Est-ce que nous n'aurions pas intérêt à globalement réfléchir à qu'est-ce que nous faisons des ressources naturelles? Il semblerait que nous avons atteint le seuil maintenant déjà, que nous dépensons plus de ressources naturelles qu'elles ne se développent. Donc, et toi, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire?
Et donc, je vous laisse un petit peu de temps pour noter ces questions-là. Quelle vision du monde veux-tu co-créer? Quelle est ta mission par rapport à ça? Quel est ton apport? Quel est le sens de ta vie par rapport au monde? Avec qui veux-tu les partager, apprendre, transmettre? Quand tu auras défini le pourquoi, le sens de ta vie, tu seras prêt à définir le comment, ta stratégie, et puis le quoi, tes actions spécifiques. Donc je vous relis pour vous donner le temps d'écrire. Quelle mission du monde veux-tu co-créer? Quelle est ta mission et ton apport, le sens de ta vie par rapport au monde? Avec qui veux-tu les partager, apprendre et transmettre? Et je vous invite vraiment à faire ça à partir de votre plus grand soi. Une fois que tu auras le sens de ta vie, tu vas pouvoir réfléchir à « OK, comment est-ce que j'ai envie de faire ça? Quelle est ma stratégie ?» Et quand j'aurai ma stratégie, je vais pouvoir me dire « Qu'est-ce que je vais faire de spécifique ?» Donc, on inverse l'ordre des réflexions. Je vais vous donner comme exemple ce que j'ai fait comme travail ce mois-ci. Et j'ai fait un petit peu évoluer ce qui était mission, vision, stratégie de LCA. Donc ma vision pour LCA, c'est d'abord je visualise un monde de paix et de respect mutuel où les différences sont valorisées dans des projets communs. Je ne veux pas et je ne peux pas m'imaginer un monde où on continue les guerres, où on continue tout ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est réaliste ou non, mais en tout cas, moi, ce que je veux visualiser, et je veux vraiment que se réalise un monde de paix, et je crois que je suis loin d'être le seul sur Terre. Donc, paix, respect mutuel, où les différences sont valorisées dans des projets communs. L'autonomie de chacun est valorisée et le monde a un gouvernement global. Think global, act local, in line with others. Nous devons co-créer ce monde. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne sera plus le même demain. Ce qu'il sera, on n'en sait rien. Il va falloir quelques années pour co-créer ça. Certaines personnes s'attendent à ce que le monde ne change pas, parce que les gens au pouvoir vont vouloir reprendre le pouvoir. Sauf que la masse critique devient de plus en plus consciente qu'il y a de plus en plus de pauvres, qu'il y a de plus en plus de gens qui n'acceptent pas toute une série de dysfonctionnements. Et donc, normalement, eh bien, il y a quelque chose qui devrait changer. Tous les 500 à 550 ans, depuis que le monde est monde, il y a des grands changements de paradigme. L'ère des Grecs, l'ère des Romains, l'ère des Carolingiens, l'ère industrielle et moderne. Et maintenant, eh bien, probablement qu'il y aura tout ce qui concerne les... Comment est-ce qu'on appelle ça encore là? Tout ce qui touche à la robotique, tout ce qui touche aux nouvelles sciences de gestion de l'information, mais il y a plein de choses qui vont changer notre monde et avec lesquelles nous allons devoir vivre. Ne pas oublier que la planète est la priorité et les êtres humains doivent la respecter pour la transmettre aux générations futures. Ça, c'est la mission du monde dans laquelle je m'insère et à laquelle je veux co-créer. Ma mission par rapport à ça, en tout cas la mission d'LCA, c'est que pour que cette vision se réalise, les êtres humains doivent vivre en conscience, avec une confiance en eux et entre eux, que la mission de LCA est d'aider les êtres humains à se connaître et à s'épanouir en prenant leur autonomie. Cela dans le respect des autres, de la nature et des lois. Notre stratégie, c'est d'être organisé en réseau d'indépendants pour réunir des experts qui proposent formation, coaching, supervision dans les domaines privés et professionnels, en session privée ou collective, en live ou par Internet. Tous nos produits et services sont au service et sont alignés à notre mission, vision, valeurs, qui n'ont pas changé, et notre stratégie. Une des actions spécifiques qu'on a mis en place maintenant, c'est de créer une cellule de coach solidaire pour offrir du coaching au personnel soignant et aux personnes en besoin de soutien pendant cette crise.
Donc ça, c'est ce que nous avons fait maintenant et ce qui se résume à ensemble, créons une différence durable qui amène du bien-être, de l'épanouissement et de l'efficacité individuelle et collective. Et collectif, c'est dans les familles, des équipes ou des organisations. Voilà, ça c'est comment nous avons appliqué ce modèle. Et donc, je vais vous proposer de répondre vous-même cette semaine à vos questions. Et ceux qui auront envie de me donner le fruit de leur réflexion, vous pourrez me les envoyer avec plaisir. Donc, je vous rappelle le programme. On a regardé quelles étaient les conséquences de la crise et quel est le coaching possible, la définition du coaching, du processus et des conditions de réussite, quels sont les blocages à la réussite, les freins et les abandons, l'apprentissage et la neuroplasticité du cerveau, comment est-ce qu'on change, que faire avec ceux qu'on ne peut pas coacher, et maintenant, vous et nous. Donc, pour ceux qui le souhaitent, merci de m'envoyer par mail un feedback sur notre nouvelle mission Vision et Stratégie ou sur le webinaire, et vous pouvez également me partager vos réponses aux différentes questions dans les slides. Nous allons maintenant prendre un petit peu de temps pour répondre à votre question. Je vous remercie pour votre écoute.